bon dimanche, bienvenue dans ce nouveau numéro du Grand Jury d'RFM. Cette semaine a été particulièrement dure pour nous avec la disparition de nos collègues Marianne et Ndiol. Nous pensons à eux et nos prières encore pour le repos de leurs âmes. Bonjour Maître Aïssata Tall Sall. Bonjour Babacar Fall. Merci de passer devant le Grand Jury d'RFM. Merci beaucoup, merci de votre invitation et permettez-moi avant tout de m'associer aux condoléances que toute la nation vous a présentées à l'occasion de la disparition de vos illustres collaborateurs Marianne et Ndiol, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les accueille dans son haut paradis et qu'ils y reposent éternellement. Et en le faisant, rappeler et me souvenir de la mémoire de Mme Maïmouna Kane, qui a été mon année dans la justice, qui a été un haut magistrat, une des premières femmes ministres à côté de Mme Caroline Faye, que nous avons également perdue. Et j'associe la mémoire de Mme Maïmouna Kane à celle de vos collaborateurs disparus. Et à son défunt époux, Mamoudou Touré, lui aussi ancien ministre sous le régime socialiste. Merci. Dimanche dernier, les Sénégalais, Aïssata Tall Sall, les Sénégalais se sont massivement rendus aux urnes pour faire élire un président de la République. 66%, c'est le taux de participation. Êtes-vous surprise par cette forte mobilisation des électeurs sénégalais? Non. Quoique je dois dire que ça a été une mobilisation exceptionnelle. On aurait pu ne pas s'attendre à cela. Mais quand on observe l'engouement avec lequel cette campagne électorale s'est enclenchée, quand on voit les fortes mobilisations autour de tous les candidats, mais principalement du président Macky Sall, on sentait quand même qu'un vent s'était levé. Un vent où les Sénégalais, portés par l'espoir que chacun d'entre eux nourrissait de choisir son candidat et de le mettre à la victoire, on avait lu que le taux de participation pour une personne avisée, expérimentée, on avait lu que le taux de participation allait être important. Il faut le saluer parce que cela relève de la maturité des Sénégalais et de l'intérêt qu'ils portent à se choisir leurs dirigeants. Mobilisation citoyenne spontanée ou travail au corps des candidats des différentes chapelles politiques? Les deux à la fois. Les deux. Je pense que effectivement, depuis plus de 2 ans, nous sommes sur la préparation de cette campagne électorale où le pays a connu, comme je le disais, un engouement autour de cette échéance décisive quand on est dans une démocratie et surtout quand on est dans une république. Mais également le fait que les citoyens attendaient ce rendez-vous crucial avec leurs responsables et leurs dirigeants. Et moi, j'ai vu, quand les gens m'ont posé la question de savoir est-ce que le taux de participation allait être élevé, j'ai pensé que oui. Et les faits m'ont donné raison. Parce que les Sénégalais, quand tu les interroges, beaucoup plus que les élections locales, beaucoup plus que les élections législatives, le rendez-vous majeur avec les politiques, c'est vraiment assurément l'élection présidentielle. Toujours un événement, une élection présidentielle. C'est vraiment l'événement, c'est le jour qu'il ne faut pas rater. Et je pense que cette élection l'a également démontré. Une présidentielle à laquelle vous deviez participer, mais votre dossier de candidature a été rejeté par le Conseil constitutionnel déjà à l'étape du parrainage. Vous n'aviez pas obtenu le nombre de signatures requis. Vous restez toujours amer de n'avoir pas pu vous présenter? Bien sûr que si. Même si je ne reste pas amère, je reste quand même déçue, mais je prends l'option pour l'autre échéance. Vous savez, moi, je n'abandonne pas les combats que je crois justes et légitimes. Et me présenter à l'élection présidentielle, pour moi, était quelque chose de juste et quelque chose de légitime. J'y croyais fortement. J'y ai travaillé très sincèrement. Et être recalé comme ça à l'étape du parrainage, oui, ça m'avait fait mal, même si aujourd'hui j'ai tourné cette page pour en ouvrir une autre dans ma carrière politique qui se poursuivra et qui ira encore jusqu'à cette étape-là, jusqu'à cette échéance-là, parce que je ne renonce pas. 2024, vous allez encore vous présenter? Inch'Allah, si Dieu me prête vie et si je suis dans les conditions de pouvoir le faire. Vous avez dénoncé un peu, parce que 5 candidats, oui, c'est peu, mais il n'y a pas aucune femme. Il n'y a pas de femme qui s'est présentée à cette élection présidentielle de 2019. Vous aviez dénoncé une sorte de misogynie des Sénégalais qui ne veulent pas propulser les femmes à un certain niveau de responsabilité, notamment la présidence de la République. Oui, je l'ai constaté. C'est juste un constat que je faisais. Rappelez-vous, lors de mon congrès d'investiture, je disais que je ne faisais de ma féminité ni un atout, ni un handicap. Je considérais qu'en tant que candidate, c'est-à-dire en tant que femme, j'étais simplement un candidat soumis aux mêmes devoirs,
aux mêmes obligations que l'ensemble des candidats. Mais un candidat aussi qui doit bénéficier des mêmes préjugés favorables dès le départ comme tous les autres candidats. Eh bien, c'est là où on a péché. On a péché parce que quand les gens vous rencontrent, ils vous apprécient, ils pensent que vous êtes brave, ils pensent que vous êtes courageuse, ils pensent que vous devez pouvoir y aller. Mais au moment de franchir le pas décisif de vous parrainer ou de vous élire, là, c'est comme s'ils faisaient demi-tour. C'est comme si eux-mêmes ne croyaient pas aux paroles qu'ils vous avaient annoncées. C'est la raison pour laquelle j'avais dit à l'époque que je crois fondamentalement qu'il y a un relent, un soubassement de misogynie dans ce pays-là où on ne croit pas c'est que la fortement femme... culturel. Je peux prendre votre communauté, la communauté alpolar, foncièrement musulmane, Oui. où les femmes, ça doit être toujours derrière. Oui, mais ce n'est pas la religion musulmane qui le fait. Dans la religion musulmane, il y a des exemples éclairés, fantastiques de femmes qui ont assumé un leadership. Est-ce que vous connaissez la reine de Saba qui s'appelait Balkis? Mais la reine de Saba, elle a exercé un pouvoir extraordinaire jusqu'à discuter pied à pied, d'égal à égal avec Suleiman. Donc, je crois que dans la religion musulmane, il y a des exemples. Notre mère Khadija, la mère des musulmans, qu'est-ce qu'elle faisait Khadija? Elle a été l'employeur du prophète alayhi wa salam. Donc, ce n'est pas l'islam qui combat cela. Ce sont nos préjugés propres. Cela vaut pour la communauté. On a Poulard, essayé cela vaut pourtant pour dans toutes notre les autres histoire, on communautés. a essayé, on a eu du Aline Sitoé Diatta, on a eu les femmes de Nder qui ont pris des initiatives Oui. politiques, Oui. mais on en est resté là. Oui, mais je pense que nous devons continuer. Cette question, elle s'adresse beaucoup plus aux femmes qu'aux hommes, mais ensemble aux femmes et aux hommes. C'est encore aux femmes d'être résilientes, de penser que ce combat-là, nous devons le poursuivre jusqu'à son terme. Si ce n'est pas pour nous, ça sera pour nos filles. Si ce n'est pas pour nos filles, ça sera pour nos petites filles. Parce que dans la vie, le plus important, c'est quoi? Ce n'est pas d'y arriver. Le plus important, c'est de commencer. Comme le disait le président Kennedy, nous commencerons cette grande aventure et puis la terminera. Qui pourra la terminer? L'essentiel est qu'un jour, les femmes y arrivent. Ça, c'est ma forte conviction. Quand vous dites que vous allez vous présenter en 2024 encore à la présidentielle, vous le faites pour ce combat-là, pour que les femmes sachent qu'elles ont droit à la parole, droit à la responsabilité, la haute responsabilité. Je le fais pour 3 raisons. Je le fais parce que d'abord, je pense que je dois le faire personnellement. Ensuite, je le fais parce que je pense que arrive le moment où les femmes doivent assumer cette responsabilité-là. Au Sénégal, en Afrique, un peu partout. Je le fais parce que je pense que les femmes ont un bien qu'elles peuvent apporter dans la gestion du pays. Elles ont leur propre caractère, elles ont leur façon de voir la vie. Elles sont dans l'équilibre de tous les jours, au sein de la famille, au sein de leur communauté, de leur société. Et je pense que de ce point de vue, les femmes ont une dimension particulière. Je ne dis pas que les hommes ne font pas bien, mais peut-être que les femmes le feront mieux. Mais on ne pourra le savoir que si une femme arrive. C'est la raison pour laquelle je dis qu'au-delà du combat personnel, c'est un combat peut-être de toute une génération et c'est un combat peut-être même transgénérationnel. Est-ce que vous allez parler comme la seule candidate à l'élection malienne, l'élection présidentielle malienne dernière, la seule femme candidate avec ce slogan, les hommes ont échoué, votez pour les femmes? Non. Moi, je ne suis pas dans ça. Moi, je suis dans ce que, quand la femme est dans les mêmes conditions que l'homme, qu'elle puisse arriver. Qu'on ne puisse surtout pas la tenir hors de portée seulement parce que c'est une femme. Voilà. Pour moi, voilà les paramètres de ce combat-là des femmes. Mais je ne dirais pas prenez la femme parce que les hommes ont échoué. Non, on ne peut pas dire que les hommes ont échoué. Mais je pense que quand la femme peut arriver, on doit pouvoir l'aider à arriver. Après votre élimination à la course présidentielle sénégalaise, celle qui s'est déroulée la semaine dernière, vous décidez de soutenir la candidature de Macky Sall. Une partie importante de l'opinion, et cette salle ne vous pardonne pas toujours ce choix. Les internautes qui ont réagi à l'annonce de cette émission sur les réseaux sociaux le soulignent d'ailleurs. Oui, mais quand vous dites une partie de l'opinion, je suis d'accord avec vous. Quand vous dites une partie importante, là, je ne suis pas d'accord. Je relativise. C'est quoi la partie importante? J'ai même vu des gens me dire vous avez trahi le peuple. C'est qui ce peuple-là? Au nom de qui eux s'autorisent et se permettent de parler? Ils ont argumenté, ils ont suivi votre cursus politique de ces dernières années. Argumentons. Moi, tant que c'est dans l'argumentaire, je suis d'accord.
pour écouter... Alors, votre trajectoire... Je suis d'accord, je viendrai à ma trajectoire. Je suis d'accord pour écouter tout le monde. Je suis surtout d'accord pour écouter ceux qui ne sont même pas d'accord avec moi. Parce que je considère que c'est ça l'esprit démocratique. Malheureusement, je constate que dans ce pays, il y a quand même quelque chose qui est en train de pousser et qui s'appelle l'intolérance. On ne peut pas faire de la démocratie sans la tolérance. Sinon, on va construire le plus bel système démocratique, le plus beau système démocratique qui puisse exister au monde, le plus bel outil démocratique qu'on puisse avoir au monde sans avoir de démocratie. La constance, la cohérence dans les postures politiques, c'est important aussi. Mais j'y reviendrai, Babacar. J'y reviendrai. La cohérence m'interpelle en personne, elle me concerne et j'y reviendrai. Mais je pense que dans votre question, il y a quelque chose d'important, c'est quand vous dites les gens n'ont pas compris. Une partie importante n'a pas compris. Que les personnes n'aient pas compris et que je me mette en devoir de me justifier, d'accord. Je suis d'accord avec ceux-là. Mais ceux-là qui ont invectivé, qui ont rejeté, je dis ça, c'est de l'intolérance. Et l'intolérance ne va pas avec la démocratie. Moi, je veux que les opinions s'expriment. Je suis prête à exprimer la mienne. Je suis prête à subir les critiques et même les invectives. Cela ne me dérange pas. Mais je crois qu'on ne peut pas condamner quelqu'un seulement parce qu'il a pris une posture. Maintenant, pourquoi j'ai pris cette posture-là? Parallèlement à ce que les gens observaient il y a peut-être quelque temps de ma part sur le plan politique. Moi, vous savez, je n'ai jamais été pour la tabula rasa. Quand il s'est agi de critiquer, j'ai critiqué. Quand il s'est agi d'apprécier, j'ai apprécié. Parce que c'est comme cela que je suis. Oui, c'est ça ma personnalité. Cette trajectoire, les mêmes gens... Oui, excusez-moi. Cette trajectoire politique, ces dernières années... quand même sinueuse, Aïssata Tall Sall. Pourquoi? Votre désaccord, vous et Khalifa Sall, sur la ligne politique adoptée par votre parti, le Parti socialiste, qui avait décidé de rester en coalition avec Macky Sall. Oui. Alors, vous étiez de fait dans le camp de l'opposition. D'ailleurs, aux dernières législatives, en juillet 2017, vous avez cheminé seul et avez obtenu un siège à l'Assemblée nationale. Une inconstance, majorité, opposition, vous voulez majorité une réponse à nouveau. Ou vous faites votre commentaire? Non, si vous voulez une réponse, je suis en train de... Non, vous m'écoutez et je vous la donne. Très bien. J'ai compris la question. Donnez-moi l'opportunité d'expliquer. Je vous écoute. Qu'est-ce qui se passe si les gens considèrent que c'est parce que j'étais en divergence avec le Parti socialiste que je ne dois pas soutenir Macky Sall? Ils n'ont rien compris à ce qui se passait. J'étais en divergence avec le Parti socialiste lorsque ce parti a dit qu'il ne présentait pas de candidat. Et Khalifa Sall et moi-même, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon aventure, j'ai assumé mes responsabilités et j'ai été jusqu'au bout de ma logique en me présentant moi-même comme candidat. Khalifa Sall a été jusqu'au bout de cette logique en se présentant lui-même comme candidat. Maintenant, une fois recalé, est-ce que cela voudra dire que je dois rester les bras croisés et ne rien faire? Donc, le fait de soutenir Macky Sall n'avait rien de contradictoire avec la position que j'observais dans le Parti socialiste et pour laquelle j'étais en contradiction quand on avec prend la couleur de l'opposition, quand il faut choisir un candidat, non, s'il vous plaît, on choisit un candidat de l'opposition. Non, s'il vous plaît, laissez-moi terminer parce que la question est importante. Donc, je suis en train d'expliquer parce que beaucoup de gens m'ont posé cette question. Et c'est pour ça que je veux qu'ils m'écoutent et qu'ils m'entendent. Le fait de dire dans le Parti socialiste, nous devons avoir un candidat, cela n'a rien à voir avec soutenir Macky Sall par la suite, d'autant plus que ce candidat, nous avons voulu nous l'incarner. Moi, j'ai voulu être ce candidat-là. Khalifa Sall a voulu être ce candidat-là. De ce point de vue, nous sommes en parfaite cohérence avec ce dont on se battait dans le Parti socialiste. Ça, c'est un. La deuxième chose, maintenant, une fois que le jeu est fait, que le Conseil constitutionnel a recalé Khalifa Sall, qu'est-ce qu'il me restait à faire? C'est de choisir un candidat. Parmi les 5 qui étaient là, moi j'ai analysé, j'ai choisi en parfait accord avec l'instrument politique qui me soutenait, qui est la coalition Oser l'avenir. Parce que nous avons pensé, nous avons observé et nous avons compris que celui dont le programme s'apparentait le plus au nôtre, c'est celui du président Macky Sall. Je ne dis pas que les autres n'avaient pas de programme. Je ne dis pas qu'on n'avait pas de convergence, mais celui avec lequel on avait le plus de convergence. Avez-vous discuté avec tout le monde? J'ai discuté avec ceux-là qui ont demandé que je discute avec eux. Idrissa Seck, Ousmane Sonko et le président Macky Sall. Mais les autres qui ne veulent pas de nous, pourquoi voulez-vous que j'aille leur demander de discuter avec eux? Voilà. Donc, moi, je ne suis dans aucune incohérence, bien au contraire. Maintenant, si on revient
à ma trajectoire. Parce que vous avez oublié oui, je disais cette question-là. Majorité, opposition, majorité à nouveau. Oui, d'accord. Parce que c'est ça aussi le courage en politique. Le courage en politique, c'est de prendre des décisions seulement parce que vous pensez qu'elles sont conformes à l'intérêt du pays à ce moment-là. Mais on n'est pas éternellement opposante, on n'est pas éternellement au pouvoir. C'est ça qui fait qu'un coup on est opposant, un coup... En un laps de temps, changer de posture de cette façon. Non, Babacar, vous savez, ce qui importe, ce n'est pas le temps. Ce qui importe, c'est la conviction et l'intégrité et l'intime conviction qu'on a que c'est ça qu'il fallait faire. Et quand on le fait, c'est vrai que ça ne plaît pas à tout le monde. Mais on ne fait pas la politique pour plaire à tout le monde, à la vraie politique. Sinon, on est dans la démagogie. Qu'est-ce que cela m'aurait coûté à ce moment-là? Vous pensez, Babacar, que je n'étais pas consciente qu'en allant soutenir le président Macky Sall, que je n'allais pas subir des critiques? Bien sûr que j'étais consciente de ça. Mais c'était ça à faire, ou alors me trahir moi-même, faire des choses auxquelles je ne croyais pas et hurler avec tout le monde. Voilà. Moi, je suis une femme de conviction et de décision. C'est très difficile à prendre, parfois, la décision. Tu la prends à tes risques et périls. Tu la prends même à tes détriments. Mais tu la prendras de façon courageuse et sereine parce que tu es en phase avec toi-même. Et tu es en phase avec ceux-là qui t'ont fait confiance. Voilà. Nos auditeurs nous vous demandent également si, finalement, Ousmane Tanor Dieng et compagnie, eux qui avaient décidé éternellement de rester avec Macky Sall, que vous aviez abandonné, vous, à Khalifa Sall, vous revenez. Est-ce que, c'est la question des auditeurs, vous ne donnez pas raison à Ousmane Tanor Dieng et c'est une question naïve qu'on ne doit même pas se poser en politique. Vous savez pourquoi? Quand, d'abord, nous, on n'a pas quitté le parti nous a exclus. Un simple rappel de l'histoire. Mais ce qui nous a opposés, c'est justement le fait qu'eux disent on n'a pas de candidat dès le départ. Mais nous avons été des candidats. Nous avons été des candidats jusqu'au bout. Nous avons épuisé notre logique jusqu'au bout. Donc aujourd'hui, les gens me disent, oui, tu vas peut-être retrouver Ousmane Tanor Dieng. Oui, mais pour des raisons qui n'ont absolument rien à voir avec celles qui ont justifié notre exclusion du Parti socialiste. Vous pouvez le regarder aujourd'hui dans les yeux sans baisser la tête. Mais je l'ai toujours regardé dans les yeux, même avant ça. Est-ce que vous croyez que Ousmane Tanor Dieng, c'est mon ennemi? Mais quand on se va, on se dit bonjour, on se fait l'accolade. Il avait des idées. Nous n'étions pas d'accord. Mais aujourd'hui, nous avons encore d'autres idées qui ne sont pas celles-là. Absolument pas celles-là. Bon, ben, nous nous retrouverons, nous travaillerons. Quel est le problème? Je ne le vois pas. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous dire, c'est quoi ce retour à la dernière minute, en tout cas dans les rangs de la majorité? Vous le justifiez comment, foncièrement, les termes de l'accord, quand vous décidez de soutenir Macky Sall? Les termes de l'accord, c'est le Sénégal. On ne peut pas faire plus. C'est vague. Non, attendez. Babacar, vous ne pouvez pas poser des questions et faire des commentaires. Non, je ne commente pas. Voilà, si vous m'écoutez, je viens. Je m'attendais à une réponse beaucoup plus mais elle va arriver. Circonstanciée. Elle va arriver. Je suis en train de vous dire que les termes de l'accord, c'est le Sénégal. En allant porter ma candidature, et c'est ça le commentaire que vous attendez, en me portant candidate, je voulais y aller pour le Sénégal. Parce que je pense que c'est ça qui doit être l'objectif de chaque candidat. Et je suis sûr que c'est ça l'objectif de chaque candidat. Aucun candidat ne peut dire « j'aime le Sénégal plus que l'autre ». Ce n'est pas vrai. Nous tous, nous aimons le Sénégal. Et c'est pour ça que nous voulons faire cet exercice suprême de vouloir diriger le Sénégal. Maintenant, quand on n'a pas pu, pour des raisons que vous avez invoquées liées au rejet de notre liste de parrainage par le Conseil constitutionnel, mais c'est toujours le Sénégal qui doit encore nous pousser à décider de voir parmi tous ceux-là qui ont eu cette chance d'aller compétir pour diriger le Sénégal, lequel, de notre point de vue, peut emporter notre conviction. C'est la seule chose qui nous a amenés chez le président Macky Sall. Ce n'est pas autre chose que les gens le croient, c'est ça. Qu'ils ne le croient pas, je suis désolé pour eux, c'est ça. Alors, nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris un pari. On a pris un pari sur l'avenir. Parce que, comme je l'ai dit, la politique, c'est le courage d'assumer ses idées, qu'elles plaisent ou qu'elles déplaisent. En se disant, c'est seulement ça que je dois faire et je le fais. Et je pense que d'ailleurs, en cela, je ne suis pas une bonne politicienne. J'aurais été une bonne politicienne, comme je l'ai dit, j'aurais fait dans la démagogie, dans le populisme, dans le sens de caresser le peuple dans le sens du poil. Malheureusement, je ne suis pas celle-là. Je ne suis pas celle-là parce que moi, mes convictions, je les porte, je les assume. Vous allez devoir aussi expliquer à cette Tall Sall, parce qu'au début de cette émission, répondant à une question sur la prochaine élection présidentielle, vous dites que
vous allez vous présenter en 2024. Vous êtes en alliance avec Macky Sall, qui a un mandat, un nouveau, un second de 5 ans. Mais alors, quelle sera votre posture dans cette majorité-là où vous êtes et vous vous projetez déjà à une élection présidentielle qui n'est pas encore là? Je ne me projette pas, c'est vous qui m'avez posé une question à laquelle j'ai répondu. Comme je suis sincère et franc, je réponds à toutes vos questions. Si vous n'aviez pas posé cette question, peut-être que le débat ne se serait même pas posé. Et je suis même étonné que vous posiez une question de la prochaine élection alors que le président n'est même pas encore installé. Attendez. C'est un sujet de cette émission parce qu'il n'y a pas que vous, il y a aussi Macky Sall avec cette question agitée. Poser la question sur le président Macky Sall, ça vaut bien que de poser la question sur mon éventuelle candidature dans 5 ans. Alors que le président élu n'est même pas encore installé. Mais bref, je réponds à votre question. Parce que je n'oublie pas que vous me l'avez posée. Moi, j'ai dit, si je suis dans les conditions de me présenter en 2024, je le ferai. D'accord? C'est clair. En attendant, il y a un mandat de 5 ans qui s'ouvre. La seule chose que j'ai demandé au président Macky Sall, c'est de lui dire que moi, avec lui, je passe un contrat, un pacte de confiance et de loyauté. Et que je travaillerai loyalement parce que je fais partie de ceux-là, Dieu merci, qui l'ont élu le 24 février. Mais c'est lui le maître du jeu. Maintenant, j'observerai. J'ai quand même des attentes par rapport aux populations, par rapport aux demandes qui ont été émises, par rapport à certains sujets. Et j'aurais bien aimé que l'émission porte sur ça, plutôt que sur ma petite personne qui vraiment ne présente pas d'intérêt. L'émission n'est pas encore terminée. J'espère. Vous évoquez la victoire de Macky Sall. Est-ce que sa victoire à Podor, sa large victoire à Podor, vous la revendiquez? Non, je ne la revendique pas personnellement. Je la revendique comme faisant partie d'un collège de cadres dans le département de Podor, un collège de cadres qui a travaillé de façon méthodique et de façon systématique. Vous savez, nous, cette victoire à Podor, j'ai entendu certaines personnes, j'étais très étonnée de ça, dire qu'on a fait voter des mineurs à Podor. Mais de quoi parle-t-on? Je sais que cette victoire à Podor, et je l'avais d'ailleurs dit au président Macky Sall, je lui avais dit qu'ici, le seul défi que nous avons, et Inch'Allah, nous allons le relever, et Dieu merci, nous l'avons relevé, c'est le défi du score. Et que nous allons faire de telle sorte que sa victoire soit brillante, qu'elle soit incontestable et qu'elle soit irréprochable. Et je pense que nous y sommes dans ces 3 termes de brillance, d'irréprochabilité et d'incontestabilité. Maintenant, quand les gens disent que les petits-enfants ont voté à Podor, je les comprends un peu. Parce que quand même, regardez les scores du département de Podor. C'est des scores hauts, honorables et propres. Personne ne peut les contester. Personne ne peut nous reprocher d'avoir fait quoi que ce soit de mal dans cette élection à Podor. Et si vous analysez ce que le candidat Idrissa Seck a fait à Thiès, Podor fait mieux pour le président Macky Sall. Si vous analysez tous les scores du président Ousmane Sonko à Ziguinchor, Podor fait mieux. Et Podor n'est que la 10e circonscription électorale en termes d'électeurs inscrits. Cela veut dire que nous avons fait un travail de fond, un travail de mobilisation. Nous n'avons rien négligé. Nous avons été dans la proximité. Nous avons convaincu les gens. Et c'est ça qui explique les résultats de Podor. Et j'en profite pour féliciter tous mes camarades en tête de file, Abdoulaye Daouda Diallo, Cheikh Omar Anne et tous les autres, quand je dis les deux, parce que c'est eux qui co-présidaient le comité électoral pour ce travail qui a été fait. Macky Sall, en tout cas, remporte cette présidentielle avec plus de 58% des votes. Il y a problème sur la fiabilité du scrutin selon l'opposition. Pourquoi? Moi, je veux bien qu'on parle de fiabilité, mais qu'on donne des raisons. Vous savez, moi, je suis un juriste et j'ai cette déformation-là. Quand quelqu'un critique, je veux que, de façon objective, sur des paramètres et des éléments palpables et visibles. Maintenant, moi, j'ai en tête la grande figure du premier président Demba Kandji, donnant les résultats. Quand il donnait les résultats, il a fait œuvre pédagogique. Il a expliqué et il a dit, voilà tous les PV que j'ai. Il était d'ailleurs entouré, je crois, de ceux-là qui ont représenté les candidats à la Commission nationale de vérification des votes. Et il a sorti les PV en disant, rien comme commentaire, reproche n'a été porté sur les PV. Sauf le mandataire du candidat Idrissa Seck ne s'est pas présenté à la dernière journée. Qui n'était pas là. Et il a dit, par contre, des réserves ont été exprimées sur le scrutin. Je leur ai demandé de le faire par écrit et j'adresserai l'ensemble du dossier au Conseil constitutionnel. Franchement, Babacar, on a quand même connu une élection présidentielle beaucoup plus chahutée. Celle-là s'est passée de façon calme,
Elle s'est passée de façon sereine. Les PV ont été épluchés, observés, commentés, analysés par tous les états-majors des candidats. Je pense que, je le disais tout à l'heure et je le répète, pour faire une démocratie, il faut des règles. Mais pour faire une démocratie, il faut surtout des démocrates. Vous l'interprétez alors, les règles du jeu sont claires, alors comment la décision des 4 candidats de l'opposition de ne pas déposer de recours après la publication des résultats provisoires? Est-ce que cette décision est avérée et confirmée? Si elle est avérée, je vous pose la question, parce que moi je ne sais pas. Ils l'ont déclaré. Ils l'ont déclaré. Oui, en tout cas, ils ont jusque lundi pour déposer le recours. S'ils ne déposent pas le recours jusque lundi, alors ma prophétie à Podor se sera réalisée, parce que je disais au président Macky Sall que nous allons vous apporter une victoire brillante, presque 60%, 58, quelques %. C'est brillant pour un premier tour. Nous allons vous apporter une victoire irréprochable. Je pense que les PV l'ont démontré. Et nous allons vous apporter une victoire incontestable. S'ils ne font pas de recours, alors la prophétie se réalisera. Mais de façon beaucoup plus globale, large, c'est tout le processus qui a mené à cette élection qui est pointé. C'est quoi le processus qui a mené à ça? Vous savez, Babacar, moi, je suis franche, objective. Je crois que quelque chose, dès le départ, même si vous ne le dites pas, moi je le dis à votre place ou à la place de ceux-là qui le pensent. Dès le départ, il y a quelque chose qui s'est passé qui n'a pas été en faveur de la classe politique. C'est le manque de dialogue. Et d'ailleurs, je dirais au président Macky Sall, s'il m'en donne l'opportunité, que sa responsabilité, devant la façon brillante avec laquelle il a été élu, devant cette expression massive des Sénégalais en sa faveur, que c'est encore d'appeler au dialogue, d'ouvrir le dialogue politique. Et que aussi le devoir de la classe politique, c'est de répondre à ce dialogue-là. Souvenez-vous, il avait appelé au dialogue avant le parrainage. Nous, on avait été à ce dialogue-là parce que, comme je le dis, moi, je crois à cela. Je crois à ce que les hommes politiques fassent preuve de dépassement, fassent preuve de responsabilité majeure et qu'ils se retrouvent autour d'une table, parce que de quoi est-ce qu'il est question? Il n'est question que du Sénégal et de ceux-là qui aspirent à présider aux destinées de notre pays. Donc, que le président Macky Sall ouvre encore une page de dialogue politique et que la classe politique également réponde à ce dialogue-là pour qu'on se performe, qu'on s'améliore et qu'on fasse une démocratie avec des démocrates. Quand l'opposition dit que Macky Sall a corrompu le processus, je reviens à la question, le processus qui a mené à cette élection pointé par l'opposition. Vous-même, Aïssata Tall Sall, êtes victime de ce processus avec la loi sur le parrainage qui vous a empêché de vous présenter à la présidentielle. La loi sur le parrainage ne m'a pas empêché de me présenter. Je vous renvoie à ce que je disais à l'Assemblée nationale sur le parrainage. Parce que de tous les candidats, même ceux qui ont été victimes du parrainage, moi je pense que ma voix a été la plus forte. Parce que peut-être j'avais l'opportunité d'être à l'Assemblée nationale pour dénoncer le système. Mais à l'époque, qu'est-ce que je disais? Babacar, moi, je n'ai pas peur qu'on me renvoie à mes propos d'hier. Je disais alors devant les députés, mais je parlais à l'ensemble du Sénégal, que moi, je n'étais pas contre le système du parrainage. J'étais pour le système. Parce que ce système-là, on l'a éprouvé dans les grandes démocraties et je considère que le Sénégal était à ce niveau-là, ou peut prétendre être à ce niveau. Là où je n'étais pas d'accord, c'était sur la forme avec laquelle le parrainage a fait irruption dans le débat politique au Sénégal. Et je disais, retirons le projet de loi pour qu'on discute mieux. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé au Conseil constitutionnel? Je l'ai également dit dans une radio de la place et je le répète ici. Quand on nous a imposé le parrainage, nous sommes partis devant le Conseil constitutionnel. Quel est le candidat, le seul, de Macky Sall jusqu'en bas, qui s'est prononcé en disant comment est-ce que ce parrainage va être contrôlé? Mais ça, est-ce que c'est de la faute du pouvoir? Est-ce que c'est de la faute de l'opposition? Ou est-ce que c'est une faute partagée? Nous n'avons même pas pu vérifier, nous, excusez-moi du terme, il est un peu trivial, à quelle sauce nous allions être mangés. Chacun a foncé, tête baissée, sur la collecte de parrains. On a collecté le maximum qu'on pouvait collecter. On l'a déposé au Conseil constitutionnel. Et c'est là où on découvre qu'il y a un logiciel qui a été mis en place pour vérifier le parrainage, qu'il y a même des membres de la société civile qui sont là pour contrôler. Justement, ce manque de transparence dans le process de vérification des signatures au niveau du Conseil constitutionnel. Ça n'a pas été transparent, clair, prédéfini. Oui, mais pourquoi les candidats eux-mêmes n'ont pas veillé à ça? Est-ce qu'on s'est posé la question? Voilà le problème.
C'est pour ça que je dis, quand on dit que c'est le pouvoir qui l'a organisé, mais nous aussi en face, regardons-nous les yeux dans les yeux nous-mêmes en nous disant qu'est-ce que nous avons fait pour empêcher cela? Rien du tout. Voilà le problème. Il y en a qui ont décelé à Aïssata Tall Sall un comportement ethniciste, géographiste, entre guillemets, confrérique chez les électeurs dans cette élection. Vous êtes d'accord? Moi, je pense que je ne suis pas d'accord, mais c'est un sentiment. Vous savez, un sentiment, on ne peut pas dire sur quoi ça se fonde. Il y a comme un malaise. Voilà, il y a comme un malaise général, des intuitions, une perception qu'il y a quelque chose dans le Sénégal qui ne va pas avec les valeurs démocratiques. C'est le communautarisme, c'est les questions confrériques. Mais je pense qu'aujourd'hui, nous devons dépasser cela. C'est vrai que cette élection, beaucoup plus que les autres, a un peu révélé cela. Mais en réalité, analysons les chiffres et regardons bien. Quand on dit que Macky Sall fait un score incroyable dans le Fouta, mais si on fait une analyse politique, on se dit que ça, c'est des bastions et des fiefs. Mais quand il fait 93% à Podor, il fait même plus dans le département de Kanel. Mais il a fait 80% à Fatick, il a fait 60% à Nioro, il a fait 60% à Saint-Louis. Voilà, il a fait... votre géographiste, ethniciste, confrérique. Non, s'il vous plaît, non. On ne peut pas le dire. Dans les grandes démocraties, cela arrive. Il y a des fiefs où le candidat est beaucoup plus à l'aise. Moi, j'aurais expliqué par un vote ethniciste, communautariste, que les gens se lèvent, qu'ils votent pour quelqu'un seulement parce que c'est une identité. Mais quand on observe le vote, en tout cas en faveur du président Macky Sall, on ne voit pas cela. On voit des pointes dans le Fouta, mais on voit que partout, y compris Dakar, où il a fait une remontée extraordinaire et spectaculaire de 34% à plus de 40 et quelques pourcents. Mais on ne peut pas dire que c'est un vote ethniciste ou communautariste. Maintenant, le problème se pose parce que les gens en parlent. Et je crois qu'il est de notre responsabilité, nous les acteurs politiques, à encore mieux expliquer et mieux travailler. Tout le monde joue sur cette corde-là. Je joue sur la corde communautariste, religieuse. Des analystes ont déjà dit que ça nous mène vers des situations peut-être incontrôlables. Non, je ne crois pas. Vous savez, les Sénégalais, c'est pas ceux-là très souvent qui parlent, qui font des analyses ou qui sont dans les réseaux sociaux qui invectivent. Le Sénégalais, il est beaucoup plus tempérant que ça. Il est beaucoup plus tolérant que ça. Il est beaucoup plus ouvert que ça. Il est beaucoup plus raisonnable. Vous savez pourquoi? Parce que d'abord, c'est un être fondamentalement religieux. Et que nous apprennent les livres, tous les livres, que ce soit la Torah, la Bible, le Coran, c'est la tempérance. Et d'ailleurs, pour citer le Coran, qui vous dit, quand vous aimez quelqu'un, laissez toujours une petite parcelle où un jour, vous pouvez vous retourner. Quand vous le détestez, laissez toujours une petite parcelle où vous pouvez encore l'apprécier et l'aimer. Ça, c'est la tempérance. Le peuple sénégalais est foncièrement comme ça. Donc, ne jouons pas sur les symboles, sur les mots, n'affolons pas le peuple. C'est de notre responsabilité, nous les politiques, à avoir le discours qui sied, à avoir le langage et la posture qui va avec cette tempérance, avec cette tolérance, qui est vraiment une des qualités fondamentales du génie et du peuple sénégalais. Ne jouons pas sur les extrêmes, parce que ça peut brûler le pays. Cette victoire de Macky Sall, en tout cas, va forcément entraîner une recomposition de l'espace politique, du champ politique, non? Oui, je pense que oui. Parce qu'on est arrivé au terme d'un processus, je crois. Aujourd'hui, même si le président Macky Sall a toutes les cartes en main, comme je le disais tout à l'heure, son devoir, pour en tout cas ce mandat qui s'ouvre, c'est de s'entourer de toutes les compétences, de s'ouvrir à tout le monde, à tout cela dont ils pensent qu'ils peuvent lui apporter quelque chose pour le bien du pays, de façon sincère, de façon généreuse, sans calcul, sans intérêt. Je pense que c'est ce mandat-là qui doit être le mandat de la confirmation. Il a beaucoup travaillé sur le plan économique, sur le plan des infrastructures. Il subit beaucoup de reproches sur le plan de la gouvernance, sur le plan institutionnel. Mais tout cela, c'est de notre devoir de lui dire, d'apporter des réponses claires, définitives sur ces questions-là où il subit encore des reproches et des critiques. Et on le fera en toute vérité et en tout courage. Cette recomposition du champ politique, voyez-vous par exemple le Parti socialiste aller encore plus loin dans son alliance avec Macky Sall? Ça, c'est le Parti socialiste qui décidera. Moi, je suis osé l'avenir.
Moi, si vous me posez la question en tant qu'Oser l'avenir, je vous répondrai. En vous disant alors, vous, personnellement, allez-vous rester député ou prétendez-vous à entrer dans le gouvernement? Non, ça, c'est même pas des questions que je me pose. Avec le président Macky Sall, comme je l'ai dit, nous avons passé un pacte de confiance, de fidélité et de loyauté. Nous avons exécuté notre part du contrat. Je lui avais dit encore, reprenez les images. Nous exécuterons notre part du contrat et le 24 février, nous ferons tout parce qu'il est de notre responsabilité de le faire pour que vous soyez élus. Dès le 25, nous vous demanderons d'exécuter votre part du contrat pour le Sénégal et les Sénégalais. Ma petite personne importe peu. On peut se permettre des projections. Aïssata Tall Sall, à quel poste ministériel? Ça vous va? Je donne un exemple. Ministre des Affaires étrangères, c'est une provocation. Et pourquoi? J'évoque une source qui travaille sur ça. Ministre des Affaires étrangères, pour vous, non? Moi, vous savez, tant que c'est pour le Sénégal, tout me va. Je suis dans mon cabinet d'avocat depuis plus de 30 ans. Et dans ce que je fais, je gagne ma vie et je le fais pour le Sénégal. Voilà. Tant que c'est le Sénégal, tout me va. Faut-il dissoudre l'Assemblée nationale actuelle, convoquer de nouvelles législatives ou attendre la fin de la législature en 2022? Alors, cette question-là, elle est importante, le Sénégalais. Voyez-vous, depuis 5 ans, on est sur un rythme soutenu de campagne. Mais oui, on ne va jamais s'en sortir. Moi, j'ai bien envie dans ce pays qu'on remette tous les compteurs à zéro et que tous les 5 ans, on fasse des élections générales, une présidentielle, des législatives et des locales. Sinon, vous observez la situation... Vous êtes pour des législatives en 2019? Pas pour les raisons que les gens invoquent, mais moi je suis pour des législatives. Pour les raisons que vous évoquez, vous êtes pour des législatives en 2019. Exactement, pour ajuster le calendrier électoral, que tout le monde se remette dans les starting blocks et qu'on ait des élections finalement qu'en 2024 et pour tout le monde. Voilà. Et ensuite, chacun aura son mandat de 5 ans, il sait qu'il travaillera pendant 5 ans, il le fera d'arrache-pied, il aura les résultats qu'il méritera d'avoir et le Sénégal continuera. Voilà. Mais on n'a même pas encore publié les résultats officiels de la présidentielle. Vous l'avez évoqué tout à l'heure. Même pas encore publié les résultats définitifs officiels par le Conseil constitutionnel. Oui. Et on agite déjà la possibilité pour Macky Sall de briguer un 3e mandat. Est-ce que sur le plan juridique, nous sommes en face d'un professionnel du droit, vous êtes une avocate réputée. Alors est-ce que légalement, Macky Sall peut prétendre un 3e mandat? Mais d'abord, je trouve que ce débat, je me demande quand est-ce que les Sénégalais vont arrêter de poser des débats nocifs. Nocifs. Parce que ça, comme vous l'avez bien rappelé, le président n'est même pas encore officiellement déclaré vainqueur. Il le sera lorsque le Conseil constitutionnel se prononcera. Et voilà que les gens agitent l'idée d'un 3e mandat que pourrait effectuer le président. Mais écoutez lui-même pas. Vous n'avez pas écouté le président Macky Sall? Oui, je crois que c'était... Seulement, il avait dit que son premier mandat sera de 5 ans. Finalement, il a fait 7 ans. Donc... Oui, voilà. Mais attendez, son premier mandat, il était de 5 ans. C'est lui qui avait dit qu'il ferait 5 ans. Mais il était de 7 ans, le premier mandat. Il était de 7 ans. Maintenant, ce mandat-là, il est de 5 ans. C'est le dernier. Lui-même l'a dit et l'a répété. Mais je ne vois pas... On est dans le même cas de figure qu'Abdoulaye Wade en 2012, quand il a sollicité un 3e mandat. Oui. Le Conseil constitutionnel avait dit oui, il peut, parce que le premier n'était pas concerné. En jouant sur des attendus et des virgules et un texte mal écrit de la Constitution, là, ce n'est pas le cas. La Constitution, pour moi, elle est claire. Elle est claire. Donc, je ne vois pas pourquoi les Sénégalais agitent ce débat-là, sauf à vouloir poser de faux problèmes. Vous savez, moi, le seul débat que je veux qu'on agite, c'est le débat de travailler pendant 5 ans pour le Sénégal et les Sénégalais. Voilà, le seul débat aujourd'hui qui devait s'instaurer, c'est celui-là. Comment on y travaillera, avec quels hommes, avec quelles femmes, avec quelles idées, avec quels programmes. Et puis voilà, pour le reste, laissons le temps faire son œuvre parce que c'est le meilleur juge de paix, le temps. La justice, on y reste l'éternel débat autour de l'indépendance de la justice. Faut-il réformer encore en profondeur, couper, par exemple, ce cordon ombilical, entre guillemets, entre l'exécutif et le parquet? Bien sûr, Babacar. Voilà les questions sur lesquelles nous avons discuté et nous allons continuer à discuter avec le président Macky Sall. Parce que nous pensons qu'aujourd'hui, cette question d'indépendance de la justice a tellement été agitée que même si elle est faussement posée, elle pose quand même problème au Sénégal. Et reprenez encore tout ce que j'ai dit à l'époque, de 2000 à maintenant.
Moi, j'ai dit que je ne suis pas pour qu'on coupe le cordon ombilical entre le parquet et le ministère. Parce que là ne se trouve pas le problème. Le problème, il se trouve au niveau des pouvoirs intrinsèques qu'on va donner au procureur de la République de pouvoir agir sans s'en référer au ministère. Mais qu'ils dépendent administrativement du ministère, cela ne pose pas de problème. Et nous avons proposé dans notre programme, et nous le proposons au président Macky Sall, que le procureur de la République, dans ses pouvoirs d'investigation, dans ses pouvoirs de poursuite, qu'il lui soit même interdit de s'en référer au ministre. S'il considère qu'un monsieur X a fait quelque chose en un temps Y, qu'il ouvre automatiquement. C'est ça le problème, parce que le ministre peut même demander au procureur d'arrêter une procédure. Que ça, on le change et qu'on l'enlève. C'est dans notre programme. Où va se situer alors la relation de hiérarchie entre le ministre de la Justice et le parquet, si le parquet peut prendre lui-même de façon autonome. De façon administrative, les gens ne le savent pas, mais le procureur, il a un double rôle. C'est lui administrativement qui fait fonctionner le parquet et le tribunal et les juridictions. Donc, ce pouvoir d'administration, de mettre les secrétaires, il peut en discuter s'il le veut avec les ministres. Ce n'est pas important. Mais dans son pouvoir judiciaire, de l'appréciation de l'opportunité de poursuite, de quand est-ce qu'il les déclenche, de comment il les déclenche, qu'il lui soit même interdit de s'en référer au ministre. Que l'interdiction soit légale. Et à ce moment-là, le ministre ne pourra absolument rien faire de quoi que ce soit. Est-ce que dans vos discussions avec Macky Sall... Il m'est arrivé d'assister à une scène où le ministre de la Justice a dit au procureur de la République, au téléphone, vous allez poursuivre ce monsieur. Le procureur lui a dit, je ne le ferai pas. Si vous voulez que je le fasse, envoyez-moi une lettre écrite, alors je le ferai. Moi, je dis, dans ce que nous préconisons, même la lettre écrite est interdite. Le procureur sera libre et totalement libre. Est-ce que dans mes discussions... Vos discussions et propositions avec Macky Sall, les propositions que vous lui avez faites sur les réformes, ces débats autour de sa présence, de sa présidence du Conseil supérieur de la magistrature, vous l'avez également mis sur la table. Il nous est arrivé d'évoquer ça, mais je pense qu'aujourd'hui, le plus important, c'est que nous puissions l'aider. Quand je dis l'aider, c'est un gros mot, entre guillemets, parce que je dis aider. Je suis une juriste, j'ai une pratique judiciaire de très longues années. À avoir la bonne posture de ce point de vue, parce que moi, je suis pour que le président ne préside plus le Conseil supérieur de la magistrature. Je l'ai dit, je l'ai écrit, c'est dans notre programme. Eh bien, nous prendrons une initiative dans ce sens que nous soumettrons au président Macky Sall. Que faut-il faire des cas Khalifa Sall et Karim Wade, à votre avis, après cette présidentielle? De quel cas? Politique ou judiciaire? Parce que judiciaire, c'est apparemment terminé. Oui, mais vous parlez de quel cas? Les deux à la fois. C'est-à-dire quand cette question qui a été posée à Macky Sall sur un média international, sur cette amnistie générale qu'il faut accorder à ces gens de l'opposition qui ont des déboires judiciaires. Moi, je vais vous dire, moi, je suis pour l'apaisement du climat politico-social. Je suis pour cela. Dites-nous directement ce que vous voulez. D'abord, vous ne m'avez pas dit directement la question, mais quand même, je vais vous donner une réponse directe, Babacar, parce que je suis comme ça. Moi, je suis pour l'apaisement du climat politico-social. Et quand on parle d'apaisement climat politico-social, bien évidemment, les deux cas qui vous viennent à l'esprit... Faut-il libérer Karim Wade? On y va direct. Karim Wade a déjà été libéré. Khalifa Sall, hein? Mais bien évidemment qu'il le faut depuis longtemps déjà. Depuis longtemps. Vous savez, moi, j'ai été un des avocats de Khalifa Sall avant d'être extirpé de la procédure. Ce que je pensais alors... Pour des raisons légales. Oui, légales, voilà. Ce que je pensais alors, je le pense toujours aujourd'hui. Et si le président Macky Sall a la chance, si j'ai la chance que le président Macky Sall m'écoute, je le lui dirai. Plus qu'une grâce, une amnistie carrément pour lui? L'amnistie ne dépend pas du président Macky Sall, bien dépend de l'Assemblée nationale. Bien sûr. Ça, vous êtes député, je vous interpelle. C'est encore une autre autorité. Voilà. Mais je pense que aujourd'hui, en tout cas, ce que je souhaite, c'est que toutes ces affaires-là soient derrière nous. Même dans la famille socialiste, nos auditeurs aussi demandent si vous est arrivé d'avoir l'idée de réconcilier toute la grande famille du Parti socialiste. C'est possible? Oui, il ne m'est pas arrivé d'avoir l'idée. L'idée nous habite toujours. Parce que quand même, c'est des camarades avec lesquels nous avons cheminé pendant très longtemps. Que ce soit Khalifa Sall, que ce soit moi-même. Et je pense que nous devons avoir cela à l'esprit. C'est même pour nous un impérieux devoir
Nous verrons comment le faire. Maintenant, la politique est une chose très compliquée. C'est pas des mathématiques, comme je le disais. C'est fait avec des hommes, pour des hommes, et chacun au niveau où il se trouve. Et il faut prendre tout cela en considération. Donc, nous allons continuer à y réfléchir et à voir les voies et moyens pour y arriver. Un mot sur Podor, la ville dont vous êtes le maire. Vous vous en sortez, les collectivités territoriales, en tout cas, toujours en complainte, difficile de dérouler du développement. C'est votre cas aussi? Oui, c'est très difficile. C'est très difficile, mais en même temps, c'est très instructif. Moi, je dis que quand on doit être un président de la République, il faut d'abord commencer par être un maire. Parce que le maire, c'est le président de la République qui a toutes les compétences dévolues à un président, sauf l'armée, l'agriculture, la police, les affaires étrangères et quelque chose comme ça, mais qui n'a pas l'argent et qui n'a pas la sécurité, qui est obligé d'aller trouver l'argent lui-même pour confectionner son budget, l'équilibrer, réaliser les dépenses et dérouler son programme, exécuter son programme. Et il faut avoir l'imagination, il faut avoir l'expérience, il faut avoir l'intelligence de cela. C'est très, très compliqué. Maintenant, une fois cela dit, je considère qu'on ne peut pas développer ce pays si on ne passe pas par les collectivités territoriales. J'ai rencontré un jour un maire qui m'a dit que lui, son slogan, c'est une commune, 1 milliard pendant 5 ans. Cela est faisable. Et je crois que si on le fait, chaque commune... Idrissa Seck? Non, Macky Sall? Il l'a pris de quelqu'un d'autre. Non, pas lui. J'ai entendu Idrissa Seck le répéter, mais il l'a pris de quelqu'un d'autre. C'est le maire de Sokone, Petit Gueye, en l'occurrence. Et je lui ai dit, je soutiendrai cette initiative. Je la soutiendrai parce que je pense que si on le fait, ça permettra aux collectivités territoriales de régler quelques problèmes de base sans lesquels il n'y a pas de développement possible. Donc, c'est très difficile à Podor, mais on essaie de tracer notre voie et puis voilà, d'arriver à être en phase avec les populations de Podor. Autre débat politique, peut-être qu'on va terminer par ça. Qui doit être chef de l'opposition? Débat ouvert. Oui, c'est celui qui est arrivé deuxième à la présidentielle ou la majorité parlementaire, le parti ou la coalition qui dirige la majorité parlementaire doit être considéré comme chef de l'opposition. Quelle est votre opinion là-dessus? Mais vous savez, mon opinion est que le chef de l'opposition doit être identifié. Voilà, identifié. C'est la question que vous posez. C'est extrêmement important. Quels sont les critères qui devront déterminer qu'un tel ou un tel autre puisse être chef de l'opposition? On a déjà arrêté le principe à l'occasion du référendum, rappelez-vous. Bien sûr. Mais une loi doit intervenir pour fonder maintenant, poser les critères et identifier le chef de l'opposition. Si vous voulez mon opinion et mon avis, je pense que c'est le chef de l'opposition parlementaire qui devra être le chef de l'opposition. Pourquoi? Parce que c'est l'élection la plus politique, celle qui a le plus de dimension politique, les élections législatives. L'élection présidentielle a une dimension personnelle autour d'un homme qui fait que c'est vrai que les programmes comptent, mais l'homme compte encore beaucoup plus. L'homme compte beaucoup plus. Le président Macky Sall a été élu, il a son programme, il a ce qu'il promet, les perspectives qu'il offre aux Sénégalais, mais il y a sa dimension à lui, sa dimension personnelle. Est-ce que si ce n'était pas lui et que c'était un autre, il aurait engrangé ce score? Voilà la question. Dans une élection, dans des élections législatives, on regarde beaucoup plus les équipes, on regarde les hommes, on regarde le programme, on est beaucoup plus soucieux de la dimension politique dans une élection parlementaire que dans une élection présidentielle. C'est pour ça que je donne, et ce n'est que mon opinion personnelle, en disant que pour moi, le chef de l'opposition doit être le chef de l'opposition parlementaire et pas celui qui est arrivé comme président de la République. Alors, on peut bien se faire élire président et ne pas se faire élire député. C'est arrivé. Alors, Abdoulaye Wade, chef de l'opposition, puisque l'opposition parlementaire est incarnée par le PDS et ses alliés à l'Assemblée nationale. Abdoulaye Wade, justement... Mais ce n'est pas encore dit, il faut que la loi le définisse. Oui, bien sûr, c'est pour dire que si votre opinion était celle qui est légale, il serait le chef de l'opposition, justement, Abdoulaye Wade. Dans votre philosophie d'apaisement, de réconcilier tout le monde, Abdoulaye Wade, Macky Sall? Mais je pense qu'ils doivent arriver à cela. Et j'avais pensé que celui à qui cette responsabilité incombe le plus, c'est quand même le président Abdoulaye Wade. Il a été 12 ans à la tête de ce pays, où les Sénégalais
lui ont manifesté leur confiance. Et pourquoi Macky Sall ne ferait pas le premier pas? Pendant 12 ans, je vais y arriver. Moi, je suis d'abord en train de parler de Abdoulaye Wade, je parlais après du président Macky Sall. Donc 12 ans, les Sénégalais lui ont manifesté leur confiance. Il est parti grand, parce qu'à la suite d'une défaite électorale où il a appelé le président Macky Sall pour le féliciter. Je pense qu'il devait continuer sur cette posture-là et pas faire irruption dans la campagne électorale pour invectiver tout le monde, pour finir par appeler à ne pas voter pour un président qui pendant 12 ans a présidé aux destinées de ce pays. Pour le président Macky Sall, moi j'appelle à ce qu'il fasse preuve lui aussi de dépassement, de considérer que le président Wade est son père, de l'appeler, certainement même qu'il l'a fait d'ailleurs, je ne sais pas, qui nous dit qu'il ne l'a pas fait, de l'appeler et d'essayer de discuter parce que cela est important pour la démocratie. Je le répète, Babacar, pour finir, il n'y a pas de démocratie sans démocrate. Le peuple sénégalais est un peuple fondamentalement tolérant et la tolérance fait partie des valeurs de la démocratie. Et c'est à cela que j'appelle. Merci à Aïssata Tall Sall d'être passé devant le grand jury d'RFM. Merci à Abdou Thiam qui était à la régie, Maguette Coulibaly.